Donc, je vais vous parler des enjeux juridiques, donc des intelligences artificielles dans le secteur audiovisuel, et j'ai évidemment restreint le sujet parce qu'il y a beaucoup d'enjeux juridiques, beaucoup de questions, mais j'ai essayé de faire, on va dire, des thématiques, donc sur le droit d'auteur, bien entendu, parler aussi un petit peu de droit de la personnalité, de données personnelles. Je ferai aussi un petit point sur l'IA Act, qui est donc entré en vigueur en France au 1er août donc 2024. Et je terminerai par quelques recommandations ou pistes de réflexion sur ce qui peut être fait en attendant une réglementation stable, sachant qu'il y a de l'actualité tous les jours, même aujourd'hui, puisque donc, j'ai appris en arrivant qu'il y avait eu un accord qui a été passé aujourd'hui entre la SACD et les représentants des les syndicats de producteurs de cinéma, visant à ce que donc, les producteurs insèrent dans les clauses, dans les contrats avec les scénaristes, les clauses qui sont déjà, en fait, qui figurent déjà, des clauses types qui figurent déjà dans les contrats SACD que vous avez sur le site en ligne. En tout cas, des clauses pour être transparent sur les utilisations ou non des IA. Alors, je vais tout de suite basculer. Donc, j'ai fait un PowerPoint qui est juste, voilà, qui vaut ce qu'il vaut, mais que vous aurez, je pense, après. Alors, pour commencer tout de suite en introduction, il n'y a pas de définition juridique des intelligences artificielles. On a évidemment très peu de recul, puisque, en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, alors les juristes parlent de IAG, c'est un peu, c'est pas très joli à prononcer, donc j'ai utilisé le terme anglais de GenAI. Donc on parle d'intelligence artificielle générative. Il n'y a pas de définition, je vais donner quelques critères après. Il n'y a pas de consensus, en tout cas, pour une définition. Et il y a évidemment du droit ou des droits qui sont embryonnaires. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc, ces intelligences dites génératives, ce sont des types de modèles d'apprentissage automatique qui vont permettre de créer du contenu. Il y a des tentatives de définition, quelques définitions dans certains textes internationaux, notamment au niveau OCDE. Mais ce qui est important, c'est que donc, ce fameux IA Act, qui s'applique donc, dans tous les pays européens, a donné une définition des IA génératives que je trouve, de mon point de vue, un peu dense. Je l'ai mise à l'écran, je vais vous la lire, mais donc pas facile à comprendre. Un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d'autonomie et peut faire preuve d'une capacité d'adaptation après son déploiement et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit à partir des entrées qu'il reçoit la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels. Voilà, c'est un peu difficile. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des critères communs qu'on retrouve dans les définitions. Généralement, on parle de systèmes d'intelligence ou d'outils d'intelligence artificielle. Il n'y a pas non plus de consensus sur, j'en dirais, la terminologie. Donc, ce qui est, en tout cas, ça recouvre quoi ? On parle de logiciels. Qui donc sont axés sur des objectifs, par exemple faire des prédictions, générer des contenus, et qui sont entraînés automatiquement, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention humaine, voilà, sur des données existantes qui vont aller en fait fouiller ces données, les récupérer, et vont ensuite créer de manière autonome des contenus qui ont des capacités d'adaptation. Voilà, c'est vraiment, on va dire, une façon assez synthétique de résumer la chose. Donc, les intelligences génératives, dans le secteur audiovisuel au sens large, c'est en fait différents types d'outils ou de systèmes ou de services que vous avez déjà entendu, dont vous avez déjà entendu parler. Vous avez Midjourney, vous avez DALL-E, vous avez DeviantArt, vous allez avoir Stability, enfin vous avez en fait voilà, et puis vous avez aussi ChatGPT, qui sont donc différents outils qui peuvent vous servir. Je reviendrai après sur d'autres choses. Tout de suite, partons dans le droit d'auteur. Je me suis posé la question suivante. Est-ce qu'une création générée par GenAI peut être protégée par le droit d'auteur ? Alors,
Vous allez le voir dans ma petite présentation, je vais parler beaucoup de décisions étrangères parce que, pour tout vous dire, il n'y a pas de décision en France qui soit pertinente aujourd'hui. Mais on a quelques décisions étrangères qui peuvent nous servir. Sur la question de savoir si une œuvre générée par intelligence artificielle peut être protégée, il y a un consensus quand l'œuvre est exclusivement ou uniquement générée par une intelligence artificielle. Un consensus, on va dire mondial à peu près, qu'on retrouve, c'est que tout le monde est bien d'accord pour dire que dans ce cas-là, elle ne peut pas être protégée par le droit d'auteur. Pourquoi ? Parce que dans la plupart des systèmes juridiques de droit d'auteur, en matière de création littéraire ou artistique, un texte, contenu, image, sonore, l'auteur, en tout cas les systèmes juridiques, reconnaissent une protection à des auteurs qui sont des personnes physiques et non pas des personnes morales. Donc j'ai remis les textes français, mais il n'y a pas de définition vraiment d'un auteur en France dans notre code de la propriété intellectuelle. Mais par exemple, il y a un article qui est consacré à l'œuvre audiovisuelle qui nous donne une liste des auteurs présumés d'une œuvre audiovisuelle. Et ce qui est intéressant pour ce soir, ce qui nous concerne, c'est que l'on parle donc de personnes qui réalisent la création intellectuelle. Et par personne, on vise des personnes physiques. Je vous ai mis une petite décision donc américaine. Alors USCO, c'est quoi ? C'est l'Office du copyright américain. Juste une petite parenthèse. Donc une œuvre littéraire ou artistique, elle est protégée par le droit d'auteur du seul fait de sa création. Il n'y a pas besoin de l'enregistrer dans un office pour avoir une protection, à la différence par exemple des marques ou des brevets. Mais les Américains ont adhéré à un traité international, la Convention de Berne, tardivement, il y a une quarantaine d'années. C'est une vieille convention qui date de fin du 19e siècle. Et donc, en fait, auparavant, avant cette adhésion, le système américain était différent du système, on va dire, promu par Berne, la Convention internationale. Il fallait, pour une œuvre littéraire et artistique, qu'elle soit enregistrée au Copyright Office américain pour qu'elle soit protégée. Donc, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais néanmoins, les Américains ont une tradition, continuent à enregistrer, à demander un copyright sur les œuvres littéraires et artistiques, parce que ça leur permet, s'il y a justement un procès en contrefaçon, le fait que ça soit revêtu d'un tampon d'enregistrement permet d'avoir notamment de demander des dommages et intérêts financiers. Toujours est-il que donc, des créateurs vont régulièrement demander un copyright. Donc la première décision donc, que je cite, c'est une décision de 2022 qui a donc été l'auteur a fait appel ensuite et donc elle a été finalement jugée en appel par un district donc, de Columbia en août 2023. Donc A Recent Entrance to Paradise. Donc vous avez un auteur qui a généré, je ne sais plus par quel outil ou système d'intelligence artificielle, cette image qui a été donc exclusivement générée par donc intelligence artificielle. Et la réponse donc de l'USCO a été simple: en l'absence de toute intervention humaine, il n'y a pas de protection par le droit d'auteur. On a des décisions en Chine, alors j'en ai trouvé une aussi à Prague, qui sont à peu près toutes les mêmes. Effectivement, quand il n'y a qu'une seule intervention donc par une intelligence artificielle, pas de protection. Aujourd'hui, le débat va plus porter sur mais qu'en est-il si l'œuvre est co-créée avec une intelligence artificielle et un auteur, enfin on va dire un humain. Donc on a un débat qui va s'affiner un petit peu. J'ai aussi une décision américaine qui date de 2023, qui a été aussi pas mal commentée, Zaraya of the Dawn. Vous avez une autrice de BD américaine qui a fait aussi sa demande de copyright à l'office américain, qui l'a obtenu, mais qui a ensuite communiqué sur ses réseaux sociaux pour dire j'ai écrit les textes, mais pas les images. Elles ont été générées par Midjourney. Et donc le bureau de l'office américain du copyright a du coup revu la copie et a dit protection sur les textes, mais pas de protection par le droit d'auteur sur les images. Alors là, on est sur une bande dessinée où on peut, j'ai envie de dire, bien séparer le texte de l'image, mais c'est vrai que dans d'autres cas, on aurait ce sera moins facile à distinguer quelle serait la position. À l'heure actuelle, alors sans qu'il y ait vraiment de position claire, on s'achemine vers un distinguo subtil entre soit il y a un support
comme un outil technique, et donc en fait l'auteur reste seul auteur de l'œuvre qui sera générée, soit il y a vraiment une co-création, et dans ce cas on peut potentiellement imaginer qu'il y aura une partie de l'œuvre qui sera protégée, ou en tout cas une protection peut-être amoindrie, je ne sais pas, je n'espère pas, mais bon, voilà, du fait de la génération par une co-création. Je vais alors attendez, avancer sur un peu plus loin, mais je reviendrai en arrière après. Voilà, j'avais mis à la fin les différents procès, mais ça c'était pour illustrer. On a une décision toute récente, toujours contre ce LUSCO, théâtre d'opéra spatial, qui peut nous intéresser. Voilà, là, donc un auteur a généré une image qui s'appelle Théâtre d'opéra spatial et a demandé sa protection. Ça lui a été refusé, et là il a donc fait un recours le 26 septembre, donc c'est très récent. Et son argumentation consiste à dire, bien que générée par Midjourney, l'œuvre est présentée comme étant le produit de son propre processus créatif et non de l'algorithme. En fait, l'auteur vient dire, mais j'ai interagi, c'est moi qui ai donné des instructions très précises et très détaillées dans mes prompts, et donc j'ai gardé ce contrôle, et donc ce n'est pas en tout cas l'intelligence artificielle, en tout cas ce n'est pas qu'une instruction, il y a un apport créatif dans la, comment dire, le prompt qui a été, ou les prompts qui ont été émis. Alors, ça me fait glisser sur ma troisième diapositive. Est-ce qu'une création générée par une intelligence artificielle peut copier un contenu protégé ? Alors, là, on a déjà un peu moins de consensus, mais l'idée de départ est à peu près la même dans tous les systèmes, on va dire, juridiques de droit d'auteur. C'est que les idées sont de libre parcours. On ne protège pas les idées. Le droit d'auteur, c'est un monopole qui est reconnu à un auteur sur son œuvre. Donc, si on commence à protéger les idées, du coup, on va avoir des monopoles qui vont être extrêmement larges. Donc, les idées sont de libre parcours. Ça, c'est admis par tout le monde. De ce fait, notre office américain du copyright est assez logique. Dans son guide des bonnes pratiques pour déposer et avoir un copyright auprès de l'office, il indique que les prompts sont seulement des instructions données aux IA et donc ne peuvent pas être protégés par le droit du copyright. Ça, c'est la position officielle pour le moment. C'est une position qui risque de ne pas forcément être partagée, parce que on peut tout à fait imaginer, comme cet auteur qui a fait le recours, que lorsqu'on a un prompt très détaillé, très précis, avec une initiative donc de son auteur, ce prompt peut porter l'empreinte de la personnalité de son auteur. Ça, c'est effectivement un des points importants dans notre droit français d'auteur. Pour qu'une œuvre soit protégée par le droit d'auteur, elle doit être manifestée d'une manière tangible, mais elle doit porter l'empreinte elle doit être originale, c'est-à-dire qu'elle doit porter l'empreinte de la personnalité de son auteur. Et donc, on peut se dire que peut-être, ça sera le cas, on reconnaîtra cette empreinte prochainement. On a une décision donc chinoise du 27 novembre 2023 qui est venue refuser de reconnaître un prompt donc pour une image aussi diffusée, en tout cas émise générée par Stable Diffusion, donc a reconnu, en tout cas n'a pas reconnu une protection, mais dans le raisonnement du tribunal, il est dit que si on a des prompts précis, détaillés, ceux-ci pourraient être protégés. J'ai mis, on va dire, en question, qui est bien loin d'être évidemment résolue. Peut-être qu'on aura dans quelques temps on va se prendre la tête sur savoir est-ce qu'un prompt initial peut être protégé, est-ce que des prompts ultérieurs pourront être protégés. Ça, c'est les questions qui seront à venir. Je pense que je reviendrai dans quelques mois, puisque on va avoir ce genre de questionnement. Donc, les idées sont de libre parcours. Ça, c'était un des points importants. Donc, si l'œuvre, en tout cas, si ce qui est généré est de l'ordre de l'idée, il ne peut pas être protégé par le droit d'auteur. Si, bien évidemment, l'œuvre qui est générée est susceptible d'être
protégée par le droit d'auteur. Quand une création est générée, elle peut effectivement copier un contenu qui est protégé. Et ça, on a là, pour le coup aussi, pas mal de décisions en cours. Je vous ai remis aussi un article issu du droit français qui vous rappelle que la contrefaçon, c'est la reproduction et représentation ou diffusion par quelque moyen que ce soit d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur. Donc en matière littéraire et artistique, si je reproduis un contenu protégé sans autorisation de son auteur, eh bien je commets un délit de contrefaçon. Ça, c'est la théorie. En pratique, quand on est confronté à une situation justement d'atteinte à des droits d'auteur, la difficulté devant les tribunaux, en tout cas français, c'est que la contrefaçon est souvent difficile à rapporter. Elle s'apprécie toujours de la même manière, quelle que soit, j'en dirais, l'œuvre concernée. Ça s'apprécie, enfin en tout cas la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances. D'accord, c'est-à-dire qu'un juge va faire une analyse en comparant par les ressemblances et non pas par les différences. C'est-à-dire qu'il va comparer deux textes, voir ce qui est commun et non pas l'inverse. C'est la même chose pour des chaussures. Voilà, on va comparer par les ressemblances. Mais attention, on peut avoir des ressemblances. Encore faut-il, pour qu'il y ait contrefaçon, qu'il y ait des ressemblances sur des éléments originaux. Et pour revenir par exemple au film, en France, c'est assez difficile de faire reconnaître la contrefaçon d'un film par un autre film ou même d'un scénario. Très souvent, au terme d'un jugement, on va avoir une motivation qui nous dit oui, il y a des comparaisons, mais par exemple le personnage ou les personnages appartiennent au fond commun du cinéma, et donc il n'y a pas de ressemblance. Alors on a quand même des décisions qui s'affinent au fil du temps. On a en France une décision qui a maintenant 7-8 ans, aussi 7 ans, qui a permis en tout cas de donner une grille de comparaison, c'est-à-dire qu'en fait les juges vont comparer en partant d'une comparaison plus générale jusqu'à une comparaison plus affinée, c'est-à-dire qu'ils vont comparer la thématique, ils vont comparer les personnages, ils vont comparer ensuite la narration et des scènes, et si au terme de cette analyse, de cette grille d'analyse, on a des comparaisons, on va dire, qui montrent des ressemblances, il y aura peut-être contrefaçon. Mais d'une manière générale, c'est toujours difficile. On n'a donc pas de décision en France, à ma connaissance, aujourd'hui, concernant des plaintes ou des contrefaçons de contenu généré par une IA. Aux États-Unis, c'est le cas. Vous en avez certainement entendu parler. Il y a plusieurs recours qui sont en cours. Ce sont des recours collectifs, puisqu'il y a la possibilité de faire des class actions, ce que nous n'avons pas comme possibilité en France. Donc, vous avez plusieurs affaires. Là, j'ai mis en référence une affaire, Sarah Andersen contre Stability. En fait, ce sont 3 illustratrices qui ont fait un recours contre Stability, Midjourney et Dali, parce qu'elles se sont aperçues que leurs illustrations avaient servi à entraîner les bases pour donc ensuite restituer des contenus. Vous avez aussi un procès qui est en cours, qui est plus sur du pillage, en tout cas dans la réclamation du pillage de texte. Vous avez l'auteur donc de Game of Thrones qui est parti à ce procès. Vous en avez quelques autres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de décision. Ça va arriver au début de l'année 2025. Là, en l'occurrence, la décision Andersen, ce qu'il faut retenir, c'est que, alors aux États-Unis, le parcours judiciaire est un peu différent du parcours français. Dans un premier temps, dans ce recours-là, Andersen, les 3 autrices ont eu un retour. Le juge a rendu une ordonnance, donc c'est pas un jugement définitif, c'est une sorte d'opinion qu'il a émis, dans laquelle il a été dire que elles ne rapportaient pas la preuve de l'utilisation de leurs œuvres pour l'apprentissage des systèmes. Oui, donc je vous vois, voilà. Donc elles ont, dans une plainte, dans leur acte modifié, apporté des suppléments de documents, et on a une ordonnance qui est du mois d'août, qui est venue le juge a autorisé la poursuite de l'affaire, considérant qu'effectivement elles ont rapporté quelques preuves supplémentaires. Donc elles ont fourni
très clairement des photos, hein, enfin en tout cas des captures de leurs propres illustrations et d'illustrations qu'elles ont trouvées sur les sites, et donc générées par des IA. Et aujourd'hui, les défendeurs sont tenus de fournir des informations sur leurs données d'entraînement. Voilà, on leur demande de communiquer. J'ai vu passer aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, le procès se tiendrait en février. Donc février 2025, mars 2025, on en saura un peu plus. Mais en tout cas, ce qui ressort des différentes affaires en cours aux États-Unis, c'est cette difficulté à rapporter la preuve de ce qui a été pompé, hein. Et puis c'est ça qui est pas simple. Alors, je passe un peu vite, mais en défense, quels sont les moyens qui sont soulevés? C'est toujours intéressant à savoir. Comme je disais, dès lors qu'une œuvre elle est protégée par le droit d'auteur, hein, si je veux l'utiliser ou un tiers veut l'utiliser, je suis censée demander son autorisation. Mais il y a des cas où parfois je n'ai pas à demander l'autorisation lorsque l'œuvre est protégée. En Europe, on a dans les règlements, enfin dans les législations européennes, ce qu'on appelle des exceptions au droit d'auteur. Et je vous ai mis aussi sur la gauche la diapositive, le rappel du texte français. Donc, ces exceptions au droit d'auteur, c'est une liste, on va dire, de cas de figure dans lesquels on peut utiliser une œuvre sans demander l'autorisation de son auteur ou de ses ayants droit. Donc, vous en avez peut-être déjà entendu parler, par exemple, quand on fait une parodie, un pastiche, ou bien quand on fait une courte citation. Voilà, on est dans des cadres d'exception. Dans notre système européen et en France, ce sont des exceptions. Donc, ce ne sont pas des droits. Donc, ils sont entendus limitativement et il faut généralement respecter un certain nombre de conditions pour que ces exceptions soient applicables. Il y a notamment plusieurs conditions qui sont exigées. Ce qui est important, c'est que donc en 2019, quand on a transposé les textes européens, on a ajouté dans notre texte français des exceptions, une 10e exception qui est la copie ou reproduction numérique d'œuvres en vue de la fouille de textes et de données aux seules fins de la recherche scientifique. C'est cette fameuse exception dite de fouille ou que certains appellent data mining, droit de fouille, dont vous avez peut-être un peu entendu parler. Et justement, donc sur la base de cette exception, on a une décision qui est assez récente aussi, 27 septembre, du tribunal de Hambourg, qui est une décision importante. Donc, dans la législation allemande, on a une exception identique. On a un photographe allemand, donc Robert Kneschke, qui est un photographe de stock, de photos de stock, et qui donc a, si j'ai bien suivi et en tout bien compris, parce que c'est quand même aussi très récent, son site internet sur lequel il propose à la vente ses photos qui ont, en tout cas, qui sont watermarkées, qui sont donc même, qui ont un marquage, donc avec une interdiction de les réutiliser, sauf qu'il s'est aperçu qu'une ou plusieurs de ces photos étaient utilisées pour entraîner un modèle d'intelligence artificielle, Lion étant non pas une société mais une association, très exactement une organisation à but non lucratif, mais qui développe des modèles d'intelligence artificielle pour ensuite les commercialiser auprès de Midjourney ou de Dali ou autres, en tout cas, déployeurs. Ce qui fait que ce photographe a poursuivi Lion et le jugement est tombé. Il a malheureusement vu sa plainte, sa réclamation rejetée, l'usage a été considéré comme couvert par cette exception de recherche. Donc, je pense qu'il y aura certainement un appel, mais en tout cas, voilà, à ce stade, en tout cas, cette décision vient dire on est bien dans le cadre d'une exception, donc les contenus pouvaient être utilisés. Aux États-Unis, on n'a pas un système dit d'exception, mais on a quand même un usage loyal qui s'appelle le fair use, qui est une doctrine, un droit, qui est donc inséré dans la législation sur le droit d'auteur, le copyright. Donc c'est ce qu'on appelle le fair use. Vous en avez peut-être aussi entendu parler parce qu'on l'utilise aussi quand même pas mal dans des contenus comme dans les documentaires, à titre de citation par exemple de
de films ou de textes. L'usage loyal, c'est une donc limitation au droit d'auteur qui permet de réutiliser une œuvre sans licence ni autorisation, mais à des fins transformatives. Il faut qu'il y ait une transformation, mais ça peut être pour une analyse, pour une critique. Et donc, en règle générale, quand il y a une réclamation, on va examiner en tout cas, s'il y a un usage loyal, au regard de 4 critères, qui sont: est-ce que c'est pour un usage commercial ou non commercial? Ça peut être pour un usage commercial. Quelle est la nature de l'œuvre protégée, la quantité, on va dire, de contenu protégé utilisé, mais il y a un critère qui est pris en compte, qui est assez important, en tout cas qui va avoir son importance dans les procès IA, c'est les conséquences de l'usage sur le marché. En d'autres termes, c'est une analyse un peu économique, droit de la concurrence. Si je fais un usage qui ne porte pas, qui n'est pas concurrentiel à celui de la personne dont j'ai pris le contenu, c'est bon, c'est accepté. Donc, aujourd'hui, c'est un peu les moyens qui sont avancés par la plupart des opérateurs AI. Donc là, je vous ai fait en référence une affaire New York Times, où le New York Times s'est aperçu que Microsoft, OpenAI, utilisait ces articles, s'est rapproché, a tenté de négocier un accord, mais a priori, n'a pas réussi à obtenir ce qu'il souhaitait, et donc poursuit en justice. Et en face, on lui oppose, on est dans le cadre d'un fair use, d'un usage loyal. Pour le moment, il n'y a pas de décision, donc on verra si là aussi ça sera suivi ou pas. Mais c'est vrai que ce sont en fait les principaux moyens de défense qui peuvent être opposés. Dernier point sur le droit d'auteur, comment rémunérer une création générée par une intelligence artificielle qui serait protégée par le droit d'auteur. Là, alors, on est encore plus dans de la prospective, hein. Il n'y a absolument rien. Simplement pour vous donner quelques informations, on ne sait pas encore, mais on s'achemine vers le fait qu'on parlera d'œuvres dérivées. Ça, c'est pas encore, on va dire, absolument fixé, mais il y a un peu un consensus, on va dire, qui vient dire que dans la plupart des systèmes juridiques, on connaît la notion d'œuvre dérivée, et généralement la notion d'œuvre dérivée est à peu près la même, c'est-à-dire qu'une œuvre dérivée est une œuvre basée sur une ou plusieurs œuvres existantes. Cette œuvre dérivée, si elle est originale, en tout cas, elle sera protégée par un droit d'auteur, et elle suppose une transformation d'une ou de plusieurs œuvres préexistantes. Donc, ça permet aux auteurs de l'œuvre dérivée d'avoir des prérogatives d'auteur. Ça peut être, j'ai un roman, j'en fais un film, hein, donc le film est une œuvre dérivée du roman. On s'achemine vers cette analyse juridique-là pour les œuvres générées par une intelligence artificielle. Mais alors la question qui se pose, c'est comment je rémunère. Et là, pour le moment, pas grand-chose. J'ai remis pour mémoire, donc en France, où on est, j'ai remis une proposition de loi qui date de l'année dernière, qui avait été donc faite à l'initiative d'un groupe de députés, Renaissance, qui visait donc à faire une proposition de loi encadrant les IA par le droit d'auteur. Alors évidemment, cette proposition n'a pas été mise au vote du Parlement, et depuis, le Parlement est dissous. Donc je ne sais pas ce qui est arrivé à cette proposition de loi, mais je suppose qu'elle est morte. Néanmoins, elle introduisait une notion qui était assez intéressante, une notion d'origine de l'œuvre, pour dire que lorsqu'on aura la possibilité de tracer, de savoir quelles sont les contributions qui ont été utilisées, on pourra rémunérer les auteurs initiaux, mais aussi les auteurs, alors je ne l'ai pas mis sur mon petit document, mais les auteurs, on va dire, subséquents de l'œuvre dérivée. En revanche, quand on sera dans un cas de figure où l'œuvre, en tout cas les emprunts qui ont été faits, on ne peut pas déterminer de qui ils viennent, elle envisageait une taxation par une société de gestion collective. OGC, c'est organisme de gestion collective. Hein. Donc, elle envisageait une taxation par une société de gestion collective de la société qui exploite le système d'intelligence artificielle qui permettra de générer l'œuvre artificielle. Donc, ça, c'était la proposition de l'année dernière.
Peut-être qu'elle ne sera pas suivie des faits, mais en tout cas, elle avait le mérite d'exister. Pour votre information, il y a une mission en cours du Conseil supérieur de la propriété littéraire qui a été mandatée par la ministre de la Culture pour pondre une étude sur la rémunération des contenus culturels utilisés par les intelligences artificielles, qui est censé donc rendre son rapport fin d'année. Donc on en saura plus début janvier. Voilà pour le point, on va dire, sur la rémunération. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose d'autre. On n'a pas beaucoup d'autres reculs. Ça, c'était pour les questions principales. J'ai déjà été assez longue. Je vais aller quand même un peu plus vite pour finir et laisser la parole à Cédric. Est-ce qu'une création donc, peut aussi porter atteinte à un droit de la personnalité ? Oui, je crois qu'il y a déjà eu une soirée pizza aussi qui était consacrée notamment au doublage et donc aux solutions d'IA dans le doublage. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, il peut y avoir aussi donc, des atteintes à des droits de la personnalité, c'est-à-dire une atteinte à un droit à l'image, une atteinte donc à la voix, c'est l'utilisation de jumeaux numériques, de voix manipulées, de voix clonées. Ça peut être aussi des atteintes parce que je vais avoir ce qu'on appelle les deepfakes, c'est-à-dire donc des contenus qui sont manipulés, des images qui vont être manipulées, qui peuvent présenter des ressemblances avec des personnes existantes, mais qui ne seront pas des images authentiques. On a évidemment voilà, des sujets là-dessus aussi. Ça peut être aussi une atteinte à l'interprétation, puisque si la personne, la voix ou l'image réutilisée sans accord est celle d'un artiste-interprète, on a un système donc, de protection dans notre droit d'auteur donc pour les artistes-interprètes qui est assez similaire à celui des auteurs, puisqu'ils ont des droits voisins. Alors, je ne vais pas refaire un cours, mais c'est sur l'interprétation, un artiste-interprète a des droits aussi exclusifs et donc il a des droits d'autoriser ou d'interdire les utilisations de son interprétation. Donc on peut tout à fait imaginer que donc il y ait des usages qui vont être attentatoires à ces droits d'interprétation. Il y a déjà donc un procès en cours aux États-Unis contre Lovo, qui est donc alors je ne sais même pas ce que c'est que Lovo, mais je crois que c'est voilà un système de base de données permettant certainement de faire des doublages. On a 2 acteurs de voix off qui avaient été sollicités, je crois, par Lovo pour donner leur voix, mais on leur avait, on va dire, on s'était abstenu de leur expliquer pour quels usages et ils ont entendu donc leur voix être réutilisée. Donc ça, c'est un procès qui est en cours, qui sera certainement aussi donc qui aboutira en 2025. On a une décision intéressante en Chine qui est déjà tombée en avril 2024 où une actrice, enfin en tout cas une interprète, une voix off, s'est reconnue dans des livres numériques qui ont été utilisés, donc en tout cas fabriqués avec des voix off, et qui a obtenu, sur la base de son droit de la personnalité, aussi donc une condamnation. En tout cas, les juges l'ont suivi dans le fait qu'on arrivait à reconnaître ses caractéristiques vocales, son intonation, sa prononciation, et donc elle a pu obtenir un dédommagement. Ce qui est important, c'est que on est sur un système là aussi où on va demander un consentement. Et si le consentement n'est pas obtenu, en tout cas, toute autorisation non consentie sera considérée comme attentatoire. En matière de protection de l'image et de la voix, si on n'est pas artiste-interprète, on a quand même aussi quelques, on va dire, recours à d'autres moyens de se protéger. On a un article 9 du Code civil qui est très important. Chacun a droit au respect de sa vie privée et le droit à l'image, le droit à la voix sont des composantes de la vie privée. On a ici, et je le développe pas parce que c'est très long, mais tout un socle de protection avec la loi informatique qui permet en tout cas à toute personne d'avoir devoir reconnaître la protection de ses données personnelles et lorsqu'il y a un traitement de ces données, de demander à s'opposer ou à demander la rectification ou l'effacement de ces données. En matière d'intelligence artificielle, on est sur de la fouille de données
Donc le RGPD, la loi informatique et liberté ont vocation à s'appliquer. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a un service, ou on veut proposer en tout cas un service, par exemple de doublage, on va devoir évidemment, pour des artistes, avoir obtenu leur consentement, mais il faudra aussi, quand il y a des utilisations, réutilisation de leur voix clonée, par exemple, normalement avoir la possibilité, enfin en tout cas donner la possibilité à ces personnes de pouvoir s'opposer à certains usages ou à demander à ce qu'il y ait rectification ou effacement de leurs données. Donc ça va être compliqué à mettre en place d'un point de vue de la protection, parce qu'effectivement, enfin, ce socle de protection des données personnelles est très protecteur de la personne, et donc concrètement, ça va générer, on va dire, enfin, je pense, pas mal de questions. Voilà, je suis assez rapide, mais malheureusement, le temps m'est imparti. Voilà, ça, je vous ai mis une petite vignette avec tous les procès en cours aux États-Unis, plus celui dont je faisais état, mais il y en a encore un autre que je n'ai pas mis. J'ai vu que je crois qu'il y a un recours contre d'écrivains contre Meta, qui a aussi sorti donc son outil Llama, et sur lequel il s'est entraîné sur je crois plus de 200 000 textes. Donc voilà, ça foisonne, on va dire, en termes de procès, avec des résultats attendus au plus tôt en début 2025. Je voudrais juste terminer, avant de partir sur des conseils, sur l'IA Act, qui est important. Donc c'est la première loi européenne sur la régulation des intelligences artificielles. Donc elle a été votée par le Parlement européen au printemps dernier, validée, et elle est entrée en vigueur dans les 27 États membres européens au 1er août 2024. Elle prévoit des dispositions transitoires à échéance de 6, 12 mois jusqu'à 36 mois. Donc, en gros, au plus tard dans 3 ans, cette réglementation sera entièrement applicable. Son intérêt, donc, pour ce soir, c'est que donc, c'est quand même la première loi européenne, donc elle est importante. Alors, elle vise toute personne morale, donc pas les personnes physiques, mais elle vise toute personne morale qui va fournir, distribuer ou déployer des systèmes ou des modèles d'IA, que l'organisation, donc que cette personne morale, soit établie dans ou hors de l'Union européenne, du moment, donc si elle est établie à l'extérieur, que ces services soient distribués ou établis ou utilisés dans l'Union européenne. Donc ça va permettre de la rendre applicable même à des sociétés basées à l'étranger, hors Union européenne. Donc toutes ces personnes morales devront respecter les règles établies par cette IA Act. Et donc, on a différents types d'obligations, mais qui sont en fait définies en fonction d'un niveau de risque des systèmes donc, qui sont vendus, commercialisés par ces personnes, des systèmes d'IA. Donc, en fait, ça vous oblige à faire d'abord une sorte d'analyse de risque. Vous avez 4 risques qui sont identifiés. Alors, malheureusement, c'est pas très clair, mais vous avez 4 risques. Donc, en bas de la pyramide, c'est le risque moins élevé, et vous arrivez jusqu'en haut de la pyramide, le 4e risque est le risque le plus élevé. Donc vous avez en fait une analyse de risque en tant que société à faire pour vous positionner, et en fonction donc du niveau de risque, vous aurez un certain nombre d'obligations à mettre en place qui vous sont imposées. Alors, les risques en haut de la pyramide, les plus élevés sont en tout cas des risques attentatoires à des données sensibles, biométrie et autres. A priori, donc les systèmes d'IA qui donc sont dans ce niveau de catégorie de risque sont, enfin, c'est pas a priori, sont interdits. L'IA Act les interdit. Donc, en revanche, les niveaux de risque faibles à plus élevés, les 3 autres niveaux, sont autorisés. Mais vous aurez, enfin, en tout cas, les sociétés auront l'obligation de prendre un certain nombre d'obligations, enfin, en tout cas, de pratiques et de gouvernance. Voilà. Donc, ça va de l'obtention
notion de marquage, donc effectivement indiquer explicitement ou pas que le produit ou le contenu est généré par une intelligence artificielle. Ça peut être un marquage explicite, voilà, sur une photo, un petit logo ou un petit picto, comme un marquage implicite, c'est-à-dire dans les métadonnées du fichier, on va indiquer qu'il a été généré en tout cas par une intelligence artificielle. Donc d'inscription aussi de l'entreprise dans des registres. Voilà, il y a tout un ensemble de règles, de gouvernance et de bonnes pratiques. Ce qu'il ressort de cet IA Act qui est important, c'est qu'il y a d'abord une notion d'analyse de risque qui est à faire, et il y a une espèce de vérificateur de conformité qui est mis en ligne. Donc toute personne peut déjà, enfin, toute société peut déjà aller faire sa petite autocritique pour voir dans quel niveau de risque elle se situe. Mais ce qui est très important, c'est que il y a parmi les grandes règles qui voilà, si on doit résumer, des obligations de transparence. Ça, c'est le point important. En fait, il faudra se déclarer, en tout cas indiquer clairement si on a un contenu qui est produit à l'aide d'une intelligence artificielle, et en fonction de ça, de mettre en place des bonnes pratiques par des mises à jour de conditions générales de vente, par exemple, si c'est un service en ligne, tout simplement, ou des filigranes, des marquages, autres, en tout cas contractuellement, d'appliquer un certain nombre de règles. Ça, c'est pour voilà, les grandes lignes. Il faut savoir que donc, pour tout ce qui est production de contenu, texte, image, a priori, cette IA Act les évalue, en tout cas les met dans la catégorie des risques moyennement élevés, c'est-à-dire la deuxième catégorie, le bleu ciel, et donc ce qui est plutôt voilà, à la fois une bonne nouvelle ou une nouvelle qui peut s'avérer peut-être un peu inquiétante, mais ce ne sont pas des risques les plus élevés qui sont identifiés là. Pour terminer, donc effectivement, quelles solutions on peut, on va dire, adopter en attendant d'avoir une réglementation stable. Alors aujourd'hui, donc c'est ce que je disais, l'actualité, c'est l'accord SACD avec les producteurs de cinéma. C'est vrai que une des solutions qui émerge, c'est des accords interprofessionnels qui vont viser à ce qu'il y ait des bonnes pratiques. Par exemple, vous avez effectivement cet accord d'aujourd'hui avec la SACD ressemble à l'accord qui a été passé aux États-Unis, SAG-AFTRA, il y a quelques mois, qui vise à insérer dans les contrats entre les auteurs et les scénaristes, par exemple, une clause qui dit bien que si le scénariste utilise les services d'intelligence artificielle pour donc la création de la commande qu'on lui fait ou du texte qu'il propose. Il s'engage à en informer le producteur. Il peut y avoir donc des interdictions aussi. Ça peut être aussi, voilà, je pense que j'ai pas lu ce que dit l'accord SACD, mais la SACD dans ses contrats types indiquait plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'il y avait interdiction, en tout cas on s'engageait à ne pas les utiliser. Ça peut être effectivement voilà, une piste d'accord en tout cas et de clause type à généraliser. Indépendamment de clause type, dans les contrats, il est toujours possible effectivement de préciser de manière très clair si les usages sont autorisés ou non. Aux États-Unis toujours, donc vous avez pour les artistes du doublage, notamment dans l'animation, un accord qui a été passé qui préconise qu'en tout cas le consentement express de l'artiste doit être donné dans un texte, dans un document qui est annexe au contrat. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une petite clause qui est planquée quelque part dans le contrat et qu'on n'a pas vu. Il faut vraiment que ça soit voilà, mis en valeur. Autre piste qui permet d'exprimer son refus, son consentement. Donc, vous avez effectivement, par exemple, la possibilité, si vous avez un site internet et que vous y vendez vos services, d'indiquer clairement si l'utilisation de vos contenus sont autorisés ou pas. Alors, ça vaut ce que ça vaut, puisque dans le cas du photographe allemand, j'ai l'impression qu'il avait un site internet avec des conditions générales qui l'interdisaient, mais que ça n'a pas empêché Lion d'aller fouiller ces données. Néanmoins,
il y aura effectivement ce genre de conditions générales qui va être, enfin en tout cas les conditions générales vont être modifiées. Voilà, vous avez évidemment aussi pour les entreprises le développement de chartes éthiques, mettre en place des bonnes pratiques, des comités d'éthique. Et pour terminer effectivement, voilà, je voulais terminer là-dessus, la possibilité d'activer ce qu'on appelle l'opt-out. Alors juste un tout petit point, j'ai dit tout à l'heure qu'effectivement on a la possibilité, donc l'exception de fouille dans les textes, qui a été donc mise en place en 2019, donc avant les intelligences artificielles. Dans notre droit d'auteur, même si c'est un principe, donc cette fouille, on a quand même prévu un article qui vient dire que donc les titulaires de droit d'auteur, donc les auteurs ou les ayants droit, peuvent mettre en place des mesures proportionnées et nécessaires afin d'assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des bases de données dans lesquelles les œuvres sont hébergées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a la possibilité, effectivement, d'activer sur ces contenus un système d'opt-out, c'est-à-dire de refus d'utilisation des contenus. Alors, l'opt-out, c'est la possibilité donc, de décider de verrouiller, de fermer l'utilisation. Vous avez effectivement la plupart des organismes de gestion collective qui ont effectué des déclarations générales pour leurs adhérents, donc la SACEM, la SACD, la SCAM aujourd'hui, même la DHGP l'ont fait. Vous pouvez aussi le faire individuellement. Simplement, ce n'est pas, enfin en tout cas en théorie c'est simple, mais ça m'a l'air compliqué en pratique. La DHGP a sorti un formulaire, enfin en tout cas un document qui est assez intéressant, qui permet aux auteurs individuellement d'exercer leur opt-out. Donc je vous invite, voilà, si vous... En tout cas, je trouve qu'il est plutôt pas mal parce que c'est un gros document qui explique bien comment vous pouvez insérer dans des métadonnées et autres de vos textes ou de vos contenus images un opt-out. Après, je pense que ça n'est pas infaillible. J'ai vu aussi qu'effectivement, de plus en plus, certaines intelligences artificielles, services, en tout cas, ou solutions proposées, permettent de remplir un formulaire d'opt-out. Mais j'ai été chercher un petit peu, je n'ai rien trouvé. Donc, je ne sais pas si c'est juste du déclaratif ou si ça existe vraiment. En tout cas, voilà, l'opt-out est une solution qui existe, qui n'est pas forcément parfaite, mais qui permet déjà de manifester, en tout cas, ou d'exprimer son refus face à la fouille de données. Et ben voilà, j'ai fini. Je crois que j'ai dit beaucoup de choses. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Voilà, merci. Merci Lucie. On va prendre 2 questions. La première ici, puis la deuxième juste là. Qu'est-ce qui se passe si tous les auteurs envoient une petite lettre à OpenAI en leur disant bah nous, opt-out, on ne veut pas? Parce qu'ils n'ont pas demandé l'autorisation. En fait, non, c'est nourri de tous les textes qui leur ont été fournis. Et ce n'est pas que de la discussion. Bien sûr, c'est nourri automatiquement. Hein. Alors, vous pouvez effectivement essayer de faire, on va dire, des lettres collectives ou comme une sorte de pétition. Après, est-ce que ça sera suivi des faits ? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est le sens des accords aussi professionnels ou interprofessionnels, et notamment des associations des sociétés de gestion collective qui veulent, en représentant leurs adhérents, permettre collectivement que ces solutions, en tout cas ces services, ces sociétés, n'aient pas recours automatiquement. Mais est-ce que ça sera suivi ? Oui, maintenant. Mais ChatGPT, par exemple, c'est nourri de ça. Ah ben, pour le passé, en tout cas, c'est un peu trop tard. Pardon, si c'était ça le sens de la question. Oui, et c'est déjà utilisé. Oui, ben oui, et oui. Pour le futur, oui, mais pour le passé, non, c'est pas rétroactif. Enfin, en tout cas, aujourd'hui. Question ? C'est juste par rapport à opt-out, j'ai pas très bien compris en fait. Comment s'intégrer ça dans un texte ? Alors, on intégrerait dans un
contexte, en fait, l'opt-out, effectivement, c'est déjà sur un contenu que vous allez publier en ligne. Parce qu'en fait, effectivement, après, vous pouvez garder votre contenu. Voilà. Vous allez avoir soit un texte ou soit une photo. Si vous la publiez sur un site, par exemple, vous pouvez, dans le fichier, insérer dans les métadonnées des informations qui sont, en fait, techniques, qui interdisent la reproduction et la copie, hein, la fouille en tout cas, par la solution. Vous pouvez le faire. Alors, techniquement, je ne saurais pas trop vous l'expliquer, mais c'est pour ça que je faisais un petit focus sur la DHGP qui, de mon point de vue, l'explique bien. On va dire. Je crois que je l'ai là, en fait. C'est un document assez précis qui vous explique comment vous pouvez le faire par vous-même, en fait. Alors, ADAGP, qui est donc la société de gestion collective qui gère, on va dire, les artistes plasticiens, les photographes, mais qui est une société d'auteurs aussi, comme la SCAM ou la SACD. Je crois qu'il y avait une question au fond, j'ai vu. Voilà. Sur cette notion que c'est trop tard pour tout ce qui est déjà fait, les auteurs dans tous les domaines peuvent dire mais on m'a pris le fruit de mon travail sans me demander, on en fait du profit sans qu'il me revienne quoi que ce soit. Moi qui ne suis pas juriste, il me semble que ça peut s'appeler du vol et du recel. Comment les juristes peuvent dire bah, c'est trop tard, on n'en parle plus? Attends, je t'amène le micro. Il faut que tu recommences parce qu'on enregistre, tu sais. D'accord. Pardon, je recommence. Alors, je ne dis pas que c'est trop tard, je dis juste que ça a déjà été fait et qu'effectivement, si vous voulez vous y opposer, eh bien, il ne vous reste malheureusement, alors, soit ça peut être effectivement une démarche amiable en envoyant une lettre comme vous le suggériez, en rencontrant donc l'ennemi, mais si la partie en face ne veut pas vous suivre et retirer ou en tout cas enlever, puis ça peut être trop tard parce que de ce fait, il y a des contenus qui ont été générés et déjà réutilisés, donc on ne peut pas tout effacer. C'est pour ça que donc, si vous portez plainte, ou en tout cas si vous portez réclamation, vous serez, en tout cas en l'état des législations qui existent, tenu en tant qu'auteur de démontrer qu'on vous a volé et qu'en tout cas c'était ce contenu-là. Et par exemple en France, dans les tribunaux français, la jurisprudence, quand vous êtes auteur, vous devez démontrer en plus l'originalité sur votre travail et vous devez le faire œuvre par œuvre, parce que si vous dites alors voilà, je suis scénariste ou je suis photographe, j'ai 500 photos, hop, elles ont été pompées, vous devez, non, chaque photo, vous devez dire celle-là elle est originale parce que voilà, tel parti pris créatif a été pris, etc. Donc c'est un sacré travail. Et c'est en ça que je dis que c'est un peu compliqué. Mais peut-être que ça arrivera. Merci Lucie. Bon, on va passer à la suite. Vous continuerez les discussions après. Et donc, on accueille Cédric. Merci. Attendez de voir. 1h30 peut-être. Non, ça va, t'inquiète pas. Est-ce que tu veux qu'on rapproche ça? Tu veux l'utiliser, ça? Oui, bah, L'exercice. Bonjour à tous, chers collègues. Ça me fait plaisir Enfin, quand on est scénariste, bon, j'ai des collègues scénaristes ici, mais on est en amont de la chaîne de production. On a peu tendance à se parler entre techniciens, donc c'est chouette de se voir. Un retour d'expérience sur l'utilisation de l'IA. Donc d'où je parle et quel est ce retour d'expérience que je vais vous faire. Alors, s'il vous plaît, c'est interactif. Vous aussi, vous avez peut-être des choses à échanger avec moi. Donc je suis Cédric Salmon, je suis scénariste et script doctor. Donc je suis consultant en dramaturgie depuis plus de 15 ans maintenant, au sein d'une société qui s'appelle iConcept. Donc vous voyez ce que c'est qu'un script doctor. Fondamentalement, on appelle un script doctor un consultant pour 3 choses. Un producteur ou un auteur appelle un script doctor pour 3 choses. Sécuriser la vente d'un projet, obtenir les fonds.
que ce soit pour les producteurs, les auteurs. Une fois que l'argent est sur la table, le producteur est bien embêté parce que cet argent, il doit être alloué à l'écriture et uniquement à l'écriture. Donc, on souhaite obtenir la meilleure version de l'auteur. Donc là, je suis un peu un coach de sportif de haut niveau, sauf que c'est l'auteur qui fait la performance. Et puis, bien sûr, le cas de figure le plus connu, on appelle un script doctor quand ça ne va pas, quand il y a un problème. Juste pour vous dire, parce que j'ai peur de ne pas aller dans le sens que vous attendez, je tiens à dire que je ne suis pas du tout allergique à la technologie. Au contraire, iConcept, la société donc, pour laquelle je travaille, a 4 spécialités. Le iConcept, justement, donc, c'est-à-dire le haut potentiel de viralité d'une fiction, donc le marketing appliqué à la fiction, déjà un gros mot, j'ai envie de dire. Voilà. Les genres cinématographiques, ça veut dire les genres hollywoodiens, encore un gros mot, c'est-à-dire on met déjà un pied dans l'industrie. Il y a la série télé, la récurrence, c'est-à-dire l'addiction appliquée à la fiction, encore un gros mot, et la vitesse. En fait, on nous engage pour déployer un modèle d'écriture agile. C'est un modèle qui est enseigné aussi dans des écoles et universités, par exemple au CEA. Et on se pose la question de comment aller plus vite. Donc en fait, pour tout vous dire, je milite depuis bien longtemps à l'industrialisation de la fiction. Or, c'est de ça dont on parle quand on parle d'IA. Ce que je trouve très amusant, c'est que depuis bien longtemps, je me heurte parfois à des usages et à des postures sur l'industrialisation dans la fiction. C'est mal vu. Mais surgit la génération, l'IA générative, et fondamentalement, j'étais très content de pouvoir aborder l'industrialisation. Et on s'aperçoit que peut-être il y a des biais, c'est-à-dire qu'on va prêter à l'intelligence artificielle, peut-être que le mot est erroné déjà, on fantasme un peu ce que ça produit, alors que le véritable sujet qui est ici le nôtre, c'est comment industrialiser la création. À quelle étape dans le flux d'écriture on peut essayer d'optimiser. Voilà, donc je mets les pieds dans le plat, on va essayer de parler de ça ensemble. Je vous propose de le faire avec mon retour d'expérience sur 2 sujets. Le script doctoring, est-ce que l'IA est utile pour optimiser votre scénario ? Que ce soit côté producteur ou scénariste. Et puis dans un second temps, est-ce que c'est utile pour créer une œuvre originale ? Ça vous va ? Donc j'espère que je vais y arriver, parce que les Mac et moi, ça fait 2. Ah bah tiens, c'est... Ça s'est déconnecté tout seul, c'est ça ? Je sais pas, la navigation privée est déverrouillée. Non, c'est pas ma page. Je sais pas pourquoi il est déverrouillé. Ah oui, d'accord. Bon, bah, je vais recommencer, c'est pas grave. Vous mettez le mot de passe, en fait, compte, tout simplement. Non, mais quel mot de... Ah non, c'est votre mot de passe. Ah oui, c'est le mot de passe de l'ordinateur. CST. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de se mettre à la place d'un script doctor ou même carrément d'un directeur littéraire. On reçoit un scénario. On n'a pas vraiment envie de le lire parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont envoyées. Et on va le balancer à une IA pour voir déjà si elle peut nous pré-mâcher la lecture. Oui ? Si on utilise l'écran, est-ce que ce serait possible de décaler un tout ? Ah bah bien sûr. Je le reprendrai après. Vous me dites ? C'est parfait. C'est bon là ? Oui. Okay. Super, merci. Ouais, impeccable. Du coup, il n'y a pas de souris. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais attacher un scénario si j'arrive à le trouver. Alors, ici, il y a une intelligence artificielle qui s'appelle Perplexity. C'est probable. Enfin, on en a beaucoup testé. On suit ça avec attention chez iConcept. C'est probablement, à mon sens, celle qui manipule le mieux l'outil scénario, tout en étant connecté à Internet. Et vous allez voir pourquoi. Je pense que c'est important dans le cadre de l'écriture. Donc c'est pour ça que vous n'êtes pas sur ChatGPT ici, mais Perplexity, bon, c'est un peu l'équivalent. Hein. Elle a vraiment été entraînée pour le scénario. On n'a pas besoin dans des comptes de leur expliquer. Alors là, je joue le jeu avec vous. C'est une très bonne question que je reformule pour les autres. Est-ce que cette intelligence artificielle a déjà été pré-entraînée pour le scénario ? Non. Comme ça, on va voir ce qu'on peut en faire. En réalité, je ne suis pas tout seul. Hein, chez iConcept, on a plusieurs script doctors. Et certains ont collaboré
à des logiciels d'intelligence artificielle pour le scénario, parce qu'on a été chercher des experts en dramaturgie. Donc, comme vous le savez, les logiciels experts de scénario qui utilisent l'IA sont en fait des logiciels de pré-prompt, quelque part. C'est-à-dire exactement, ils ont un certain nombre, il y a une sorte de boîte noire. Je trouve que c'est plutôt intéressant que je le fasse devant vous. Il n'y a pas de boîte noire, je vais taper ce qui peut être utile. Enfin, en gros, vous pourrez le refaire avec n'importe quel compte. Voilà. Alors là, ça tombe mal parce que j'ai pas... Ah oui, on l'avait mis sur le bureau, on avait dit. Oui, alors là, c'est mon compte perso parce que je vais devoir utiliser aussi d'autres choses. Mais c'est gratuit aussi. Hein. Moi, je ne fais pas de la pub pour Perplexity. C'est le mal. mais non, vous pouvez l'accéder. Non, je plaisante, mais vous pouvez y accéder aussi gratuitement. Hein. C'est oui, je saurais dire quel est le. Oui, c'est américain, je pense. Voilà. Donc j'ai un scénario. Alors pour la simplicité du travail, j'ai pris un court métrage, d'accord. Donc je lui téléverse le scénar qu'on a reçu nous en tant que directeur littéraire, script doctor, ok. Et on va lui demander. Résume. Oui, pardon, le scénario est en français. Hein. Je lis avec vous. Une adolescente iranienne de 15 ans, Ariane, arrive dans un aéroport européen. Son père a arrangé son mariage avec un quadragénaire. Et donc, dans cet aéroport, lors de la récupération de ses bagages, elle hésite à rejoindre cet homme qui l'attend avec un bouquet de fleurs. Ça, on est en train de nous dire que c'est le déclencheur du récit. Pour échapper à ce mariage forcé, Ariane, qui a l'air d'être le personnage principal de ce court-métrage, retire son hijab pour essayer de ne pas être reconnue, essaye d'éviter d'être repérée par le quadragénaire qu'elle est censée rencontrer pour l'épouser dans cet aéroport, échange son argent au guichet de change, parce qu'elle a bien besoin d'argent pour échapper à ce mariage forcé, et elle trouve un moyen de quitter l'aéroport, nous dit l'IA. Et quel est le climax de ce film? Donc, comme vous le savez, le climax, le dénouement, on va dire. Alors qu'elle monte dans un bus pour s'enfuir, le quadragénaire monte à bord à sa recherche. Ariane se cache dans la soute à bagages et l'homme finit par repartir avec sa valise rouge, la valise rouge du personnage, contenant ses peintures. Donc là, on nous parle de peinture. Je ne sais pas d'où sort cette peinture, mais visiblement, elle avait des peintures avec elle. Elle est seule dans l'obscurité de la soute et elle fait le choix définitif de couper les ponts avec son père en éteignant son téléphone, malgré les messages suppliants de celui-ci, qui lui promet de la laisser peindre si elle revient. Le scénario se termine sur l'image du bus filant dans une grande ville, avec en parallèle une publicité sur la carrosserie du bus, montrant une jeune fille dont le maquillage coule comme des larmes dans la pluie. Voilà le résumé. Alors, je connais le scénario. Oui. C'est de résumer le scénario 6 juin. Juste une chose. Donc le résumé ici est assez fidèle au scénario. Il ne rend pas totalement justice, bien sûr, il n'y a pas un certain nombre de nuances. Juste là, je vous demande, est-ce que c'est, à votre avis, un bon scénario ou un mauvais scénario? Alors, je m'adresse aux collègues, évidemment, principalement, mais... En fait, c'est très intéressant, parce que c'est assez fidèle, mais est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? C'est l'essentiel du travail d'un scénariste. Un professionnel, c'est quelqu'un qui sait reconnaître ce qui est bon de ce qui est mauvais. C'est pas quelqu'un qui produit du bon. Tous les scénaristes ici, ils le savent mieux que moi, on produit beaucoup de déchets. Mais c'est ce que Stephen King appelle travailler porte fermée, porte ouverte. Un pro, il sait rester porte fermée tant que c'est pas bon. Donc ce qui va être intéressant, c'est de se demander, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Alors,
Oui, non, mais je vous la pose à vous, là. Je vous la pose à vous, et puis on va lui poser... Voilà, donc, mais un producteur peut être fondé à se dire, OK, est-ce que c'est bon? Posons-lui la question, peut-être. Alors, ce que je vous propose, c'est de cadrer la réponse selon une grille de lecture. Tiens, je parle aux collègues ici. Quel dramaturge, quel théoricien de la dramaturgie vous employez? En cinéma, le plus connu peut-être en ce moment, ça serait quoi? Truby? John Truby? Bon, vous voyez, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un grand nombre de théories de scénario. Quand vous mettez des auteurs autour d'une table, on a du mal à travailler ensemble. Il y en a un qui aime Truby, l'autre qui aime Mackie, l'autre qui aime Lavandier. Là, ça va être la même chose. Il va falloir trouver une grille de lecture. Très bien, choisissons une grille de lecture. Oh, bah, là, il n'y a pas de problème parce qu'on peut lui demander, tout simplement parce que ça va sur Internet. Mais allons-y. Alors, comment s'appelle son livre? La dramaturgie. Ouais, c'est ça. Ok, j'ai du mal à taper. Je vais y arriver. Selon les critères du théoricien Yves Lavandier, exposé dans son livre La dramaturgie. Quel est le potentiel d'adhésion du public de ce projet? Oh, pardon. Le gros avantage d'une IA, c'est qu'elle comprend, même quand on fait des fautes. Alors ça mouline, pourquoi? Parce qu'il nous dit qu'il va consulter les critères de Yves Lavandier sur Internet. Est-ce que ça figure là-dedans? Peut-être qu'on va trouver un blog obscur ou... Alors après, j'abrège, hein, mais vous avez compris l'idée. Hein, voilà. Alors, selon les critères de Lavandier, force dramaturgique, identification au personnage principal, Ariane, cette adolescente, est confrontée à un mariage forcé, ça suscite naturellement l'empathie. Le conflit est clair et universel, la lutte pour la liberté individuelle contre l'oppression familiale. La construction narrative, la tension est croissante, une menace constante, des obstacles successifs, un choix final, un symbolisme efficace, le retrait du hijab comme acte d'émancipation. Ok, et je pense qu'il a à peu près tout dit. Oui, il y a d'autres points de symbolisme. La valise rouge contenant les peintures comme symbole d'identité artistique. Point d'amélioration potentielle. Voilà, ça c'est le point important pour les script doctors. Développement des antagonistes. Le père et le quadragénaire pourraient être davantage nuancés pour éviter le manichéisme. La fin dans la soute du bus, bien que poétique, pourrait laisser certains spectateurs sur leur faim. Donc, a priori, on pourrait réécrire ce projet en appliquant ces techniques. Vous auriez choisi un autre livre, un autre ouvrage, et il y aurait d'autres points à améliorer. Tout ça est la pire façon de travailler quand on est un script doctor. Pourquoi j'ai pris ce projet? C'est que j'ai eu la chance de travailler avec ce scénariste et ce réalisateur, qui est un réalisateur iranien qui s'appelle Cyrus Nejvad, et je viens de lui faire lire la première version de son scénario. Ce film a été sélectionné aux Oscars il y a 2 ans. Il en est très fier. Et la direction qui est prise ici n'est pas du tout celle que nous lui avons fait prendre. Ce que je voulais faire, c'est comparer avec vous ce que propose une IA et ce que propose un humain. Alors voilà, c'est exactement pour cette raison qu'une IA ne peut pas, selon iConcept, qui est une société de script doctoring, être employée pour faire du script doctoring. Je vous explique. La dramaturgie, c'est vraiment très simple. Ça n'est pas de l'astrophysique. Comprendre les règles de dramaturgie,
c'est l'affaire d'une heure. D'ailleurs, on a ce célèbre cas d'Orson Welles, qui, pour comprendre le cinéma, s'est fait expliquer par son chef opérateur face à la chevauchée des Valkyries, 2-3 éléments sur la réalisation, la dramaturgie, le langage cinématographique. Et il disait, pour faire un bon réalisateur, il faut s'intéresser à toutes les autres formes d'art fondamentalement. Bon. Donc en fait, vous pouvez prendre n'importe quelle grille de lecture et la redonner sous la forme d'un chat, comme ça, à un scénariste. Mais est-ce que ça va vous aider? Est-ce que ça va aider Cyrus que je lui dise? Tu sais, tu pourrais aller un peu plus loin en développant tes antagonistes. Bah, c'est le cas de tout scénario. On pourrait aussi prendre un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma en se disant finalement, dans Citizen Kane, est-ce qu'il y a finalement assez d'antagonisme? La fin est poétique, mais est-ce qu'elle est claire? Donc, c'est pas que c'est inutile en sens, c'est pas que c'est faux, c'est que c'est creux. Parce que le travail d'un script doctor n'est pas de donner, d'appliquer des techniques, de poser des techniques sur un scénario. C'est hyper simple de faire ça. Sinon, tout le monde écrirait des bons scénars. Il faut plus d'enjeux dans ton scénario. Ok. Il faut une bombe. Pourquoi pas? Où sont tes rebondissements? Voilà, c'est à ça qu'on reconnaît un amateur. Le travail d'un script doctor, ça se complique. C'est de comprendre le film que Cyrus a dans la tête, qu'il ne connaît pas lui-même. Parce que une œuvre, c'est pas seulement une mécanique, même si c'est aussi une mécanique, c'est aussi une âme, c'est-à-dire, est-ce que les spectateurs vont se sentir grandis de ça? En fait, une œuvre, c'est une prise de parole. Qu'est-ce qu'a à dire Cyrus là-dessus? Si c'est juste pour dire, quand même, l'oppression des femmes iraniennes, c'est pas bien, peut-être que ça aurait pu faire un film moins bien. Donc, en fait, il y a une dialectique qui s'opère quand on est script doctor avec l'auteur. Je ne suis pas en train de dire qu'on est psy, mais pour comprendre comment améliorer un scénario, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui le singularisera. Or, il s'avère que de cette version à celle qui lui a permis, parce que c'était sa motivation, figurez-vous, il est venu à nous en disant, il a mis le scénario sur la table, celui-là, en disant « je veux aller aux Oscars ». Il l'a formulé tel quel. Il avait une ambition, maintenant il réalise son premier long-métrage. Et donc il y a une dialectique pour la petite histoire, donc vous avez compris l'histoire, qui est assez bien résumée, je dois dire. Et on verra après que ça va être un outil pour nous assez intéressant pour ça. C'était d'aller plus loin, de confronter Cyrus en disant « Ok, donc on a une jeune femme qui arrive à l'aéroport, voilée, et on comprend qu'elle ne veut pas aller dans la salle des pas perdus parce qu'elle va en fait rencontrer un quadragénaire dans le cadre d'un mariage arrangé. Ça se passe au Luxembourg. Et donc, on la voit essayer d'échapper. Okay. Mais pour vous donner la petite histoire que n'a pas donnée l'IA, c'était d'interviewer l'auteur en lui disant « Mais qu'est-ce qui lui arrive à cette fille après? Elle est toute seule dans la soute. Elle n'a pas d'argent. Elle échappe à son quadragénaire. Cyrus, d'après toi, qu'est-ce qui lui arrive à cette fille dans un pays étranger sans parler la langue ?» Il me dit « Très mal. Prostitution, ce que tu veux, ça va mal finir. » Ok. Et finalement, il a eu un axe qui gratte, qui est son point de vue, qui était d'opposer, parce que je disais donc finalement, l'Occident c'est l'Eldorado, l'Iran c'est le mal. Il dit c'est pas aussi comme ça. Et finalement, il commence à m'expliquer. Il y a une autre forme d'esclavage pour lui. Les publicités dénudent les femmes. Il y a une logique comme ça de se dire donc elle va tomber de Charib dans ce style-là quelque part. Et donc il y a tout un travail qui a été fait avec Cyrus, qui va impacter les décors, qui va impacter toute la chaîne de production, où on voit des publicités oppressantes qui sont l'extrême opposé du voile de cette jeune fille qu'elle est obligée de retirer, qui est le total dénuement, la femme totalement dénudée, en montrant ces deux points d'extrême, en disant, voilà. Et du coup, ça donne des axes de réécriture. Là, je parle de scénario. Je ne suis pas en train de me faire psy, mais j'ai besoin de comprendre ce qu'il a dans la tête. Du coup, est-elle contente de retirer son hijab? Non, elle n'a pas envie. Il n'était pas en train de dire qu'elle voulait renier sa culture. Il était en train de dire qu'elle faisait ça pour s'échapper, pour ne pas être reconnue. Et donc, il filme le fait qu'elle le retire comme une sorte de viol. Et il a transformer son scénario avec alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, on l'a beaucoup testé. Je peux vous dire que notre point de vue est très simple.
corriger un scénario à l'aide d'une IA, c'est tout simplement prendre un livre de dramaturgie et essayer de cocher toutes les cases. Voilà. Ça ne fera pas un bon scénario, ça je vous le garantis, ça serait trop facile. Alors maintenant, je voulais aussi vous faire remarquer un autre point qui est problématique, et là c'est intéressant qu'on puisse parler avec Lucide de ça aussi, c'est que donc, vous savez qu'un script doctor, il doit garantir la confidentialité de l'œuvre. C'est bien pour ça que nous, on a une règle très simple, qui est qu'on n'emploiera jamais ces outils, jamais, pour nos clients. C'est absolument... Voilà. Donc là, je peux le faire. Pourquoi ? Parce que l'œuvre, elle est diffusée, et c'est pour ça que j'ai fait ça. Il y a un petit souci, c'est que vous voyez que le résumé est très bon. Chez iConcept, on travaille pour notamment des producteurs, mais aussi des distributeurs. Peut-être que j'ai lu des projets de collègues qui sont ici. Certains distributeurs nous font lire les scénarios pour qu'on puisse analyser le potentiel d'un projet, voir, non pas nous décider quoi que ce soit, c'est juste pour voir éventuellement le degré d'investissement qu'il pourrait avoir, ce genre de choses. Donc il y a une notion qui est simple, c'est qu'ils ne peuvent pas tout lire. Bon. Et donc il y a une partie qui intéresse beaucoup les distributeurs, c'est qu'on fait exactement ça, on vient résumer les œuvres, pour qu'ils puissent quand même voir de quoi il s'agit, avoir des indicateurs. Il y a un énorme problème, c'est que quand on envoie un producteur, on a tous reçu des lettres de refus. Voilà. La moindre des choses pour un producteur, c'est de montrer qu'il a lu. Donc il va, malgré ses points positifs, cette histoire de cette jeune fille iranienne, gna gna gna, machin. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que maintenant, un producteur peut répondre à toutes les demandes. Il n'a plus besoin d'engager des lecteurs. Il peut faire lire à une IA, et il peut même lui demander, on ne va pas le faire, on n'a pas le temps, générer un mail de refus propre. Donc moi, je mets en garde, là je ne sais pas où ça va aller cette histoire, mais ça veut dire que la tentation est très grande, parce que je vois que les groupes audiovisuels sont très méfiants sur leurs droits à eux, et c'est normal. Hein. Pour ouvrir une IA chez Neoen, il faut s'accrocher, il faut remplir 4 formulaires, c'est compliqué. Par contre, un mail de refus, qu'est-ce qui nous prouve qu'ils ne vont pas l'employer ? Et ça me fait travailler. C'est-à-dire que je me dis, voilà, ça va être compliqué de tracer, c'est trop tentant, vous voyez, de refuser poliment avec l'IA. Ok, alors on va faire autre chose. Est-ce qu'une IA est capable d'analyser le potentiel d'une fiction d'après son pitch ? Est-ce qu'un producteur, un jour, pourra analyser s'il peut se lancer dans le développement à partir d'un pitch ? Alors là, je ne vais pas pitcher à une IA, ça serait un peu compliqué. Alors ce que je vous propose, même si c'est un peu biaisé, quel est l'équivalent du pitch ? Un pitch est censé donner envie. Pour ceux qui ne sont pas scénaristes, qui sont un peu loin de ça, ce qu'on pitch dans une histoire, c'est l'incident déclencheur, en général, le personnage, de quoi il s'agit, et donner les grands axes du conflit principal, et on s'arrête là. Or, ça porte un nom, ça, c'est la bande-annonce. La bande-annonce est un pitch, c'est la version visuelle d'un pitch. Je vous propose de tester cette IA en lui, tout simplement, en lui soumettant une bande-annonce. Alors, je suis venu et j'ai vu qu'il y avait un film de Clint Eastwood avec des affiches. Voilà. Alors, je crois que ça s'appelle Juré numéro 2. J'ai très envie d'aller voir. Oula. Pas facile. Quel est le pitch du film Juré numéro 2 de Clint Eastwood ? Bon, c'est un peu biaisé, hein, puisque là, il sait que c'est Clint Eastwood. Il ne va pas me dire que c'est nul. Hein. Mais voilà. Le déclencheur, Justin Kemp est un père de famille ordinaire. Il est sélectionné comme juré dans un procès pour meurtre médiatisé. C'est ce que nous montre la bande-annonce. Sa vie bascule quand il réalise qu'il est en réalité l'auteur du crime pour lequel il doit juger un homme injustement accusé. Et donc il doit influencer le verdict du jury pour éviter qu'un innocent soit accusé à sa place, mais en même temps, on imagine bien, il doit dissimuler sa propre culpabilité. C'est un high concept. Bien. Il doit convaincre les autres jurys
qu'ils sont persuadés de la culpabilité de l'accusé. Et il doit déjouer les soupçons d'un juré qui est policier sur lui-même. Posons la... Ouais. Alors probablement parce que comme c'est mon compte perso, il réemploie ce que je... Donc il prend ma grille de lecture, si vous voulez, mais c'est... Voilà, il se base sur l'historique, si vous voulez. Alors, on va lui demander quel est le potentiel et comment on peut écrire ce scénario de manière efficace. Quel est le potentiel de ce pitch? Le potentiel dramatique, pardon. Et on va lui demander comment écrire ce scénario de façon efficace. Bon, je suis très large dans mes prompts pour aller à mon propos, mais on pourrait poser des questions beaucoup plus précises. Voilà. Donc il analyse le potentiel dramatique et il nous dit « Ah, il y a des forces dramatiques, hein. Dis donc, il y a un dilemme moral central. Le concept repose sur un dilemme moral puissant. Un homme ordinaire découvre qu'il est responsable d'un crime dont un autre est accusé. Et cette situation crée une tension interne, préservation de soi et de sa famille, justice, conscience morale, responsabilité envers un innocent. Il est sous pression, c'est un cadre sous pression. Le huis clos du jury amplifie la tension dramatique. Ça rappelle 12 hommes en colère, il nous donne une référence. Le protagoniste, il est physiquement confiné, sous pression, en danger constant. Recommandation d'écriture. Structure en 3 actes. Tiens, c'est intéressant. Il choisit une structure en 3 actes. Vous savez, peut-être pour ceux qui ne sont pas scénaristes, il y a un grand nombre de structures possibles. Il n'y a pas que la structure en 3 actes. Il a choisi celle-ci de manière arbitraire, et moi qui emploie bien ces outils, on fait de la veille là-dessus, il l'emploie parce que la majorité des contenus théoriques sur la dramaturgie sur Internet sont de la structure en 3 actes. Il commet déjà une première erreur. C'est que ce film ne pourra pas s'écrire correctement en 3 actes, mais on en parle juste après. Alors voilà comment il propose d'écrire ce film. Montrer Justine dans l'installation comme un père de famille normal, établir l'accident initial sans révéler immédiatement son implication, installer progressivement la réalisation de sa culpabilité, puis développement, multiplier les obstacles, un juré particulièrement perspicace le soupçonne, des preuves émergent graduellement, la pression familiale, je ne vais pas lire tout ce qu'il dit. Vous voyez qu'en fait, c'est des banalités. Il est en train de dire, alors voilà, dans l'exposition, on expose, hein, c'est très important. Dans le cœur du conflit, on a beaucoup de conflits. Voilà. On en revient à ce biais qui consiste à tout aplanir et à nous dire, comme tout à l'heure, il a dit, attention, hein, faut pas trop de stéréotypes. Le seul problème, quand il l'avait dit dans le court-métrage, vous vous rappelez, il avait dit, attention, hein, faut pas trop de stéréotypes. Le seul problème, c'est que dans un format court, on doit utiliser des stéréotypes, parce que c'est un format court. Donc là, c'est pareil. Et on va quand même lire jusqu'au bout, parce qu'il y a un énorme point qu'il manque, et c'est là ma conclusion sur le script doctoring. Il dit quand même, le climax doit fusionner la résolution morale personnelle du héros et l'issue du procès. Il est en train juste de nous livrer la théorie de la dramaturgie qui veut que le héros a une révélation à lui-même, etc. Point d'attention, attention, il faut maintenir l'ambiguïté sur la décision finale jusqu'au bout. Attention, il ne faut pas qu'on s'ennuie. Enfin, vous voyez ? Bref, il y a un énorme point, un problème. Et on va arriver sur l'industrialisation. Il a loupé un éléphant dans la pièce. Pour n'importe quel auteur qui connaît le policier, un professionnel du genre policier, bien sûr c'est un huis clos, il s'agit d'une réutilisation de la structure la plus employée en audiovisuel pour le policier, qui est l'adaptation d'un roman qui a été suradapté, c'est un des romans policiers les plus adaptés, de Kenneth Ehring, qui s'appelle The Big Clock. Dans ce roman, qui est
adaptés, si vous voulez. Il y a plein de films avec Kevin Costner, qui s'appelle Sens Unique, un film avec Denzel Washington, qui est exactement la même structure. Ce film est très simple. C'est l'enquêteur qui a commis le crime et il est en charge de s'arrêter lui-même. C'est une structure type qui fait partie du corpus de l'écriture policière. N'importe quel scénariste policier qui a un peu de bouteille sait qu'en fait, l'auteur là, il a pris la structure de Kenneth Turing qui s'appelle The Big Clock, la grande horloge, et il a eu l'idée géniale de la mettre dans un jury. Il a loupé ça alors que c'est une énorme information. Parce que cette structure, elle est préformatée. Elle est utilisée depuis bien longtemps. Dans Sens Unique, le film avec Kevin Costner, c'est un espion. Là, c'est un juré, mais c'est la même structure. Pourquoi elle ne figure pas là? C'est qu'elle n'est pas en source ouverte. Et on en vient à quelque chose d'important. Hollywood ne partage pas ses savoir-faire. Moi, je suis spécialisé dans le travail de séries télé et j'ai la chance, parce qu'on fait de la veille, d'interviewer beaucoup de showrunners. Il n'y a pas plus menteur qu'un showrunner. Ils ne donnent jamais leur technique et quand on les interviewe, ils vous donnent un scénario. Oui, l'important, c'est le drama, tu vois, l'important, c'est... Oui, mais concrètement, comment ils travaillent? Jamais ils vous le diront. C'est pas dans les livres qu'on apprend ce genre de choses et ça ne figure pas sur Internet. Donc voilà un biais qui est que on peut imaginer un grand nombre de scénaristes qui vont se jeter dans l'écriture, par exemple, du policier, avec un nivellement par le bas, parce qu'ils n'auront pas ces informations essentielles. On peut même aller plus loin dans la prospective. En travaillant comme ça, l'IA se nourrit du contenu. On a une génération d'IA qui se nourrit du contenu humain. Mais les prochaines générations vont se nourrir du contenu généré par l'IA. Garbage in, garbage out, comme ils disent aux États-Unis. Ça veut dire qu'il est probable que les prochaines générations seront encore moins bonnes, parce que des mauvais scénarios vont alimenter de fait ces bases. Donc on voit qu'il y a quelque chose et j'arrive à ça, puisqu'on va parler maintenant de la création de scénarios rapidement, c'est pourquoi faire peser sur l'IA ce qu'il y a de plus facile. En fait, on demande à l'IA la partie de la création, l'étincelle, ce qui coûte zéro énergie. Alors qu'il y a tout un process industriel dont on pourrait parler ensemble, je voudrais juste aborder ça avec vous, qui pourrait être intéressant d'exploiter avec l'IA. Parlons de l'industrie. Industrialisons la fiction. Ok, on va utiliser l'IA, mais comme des malades. Mais avant de le faire, oublions 2 secondes l'outil. Dans la chaîne d'écriture d'un scénario, imaginons que l'IA soit un super stagiaire. Oublions que c'est un ordinateur. Oublions que c'est une intelligence artificielle. On a un super stagiaire, travaille corps et âme. Il fait exactement ce qu'on dit, il ne se plaint jamais. Quel flux de travail nous permettrait d'aller plus vite? Qu'est-ce que vous donnez à faire aux stagiaires? Et voilà, on voit les collègues déjà, tout de suite. Recherche. En fait, voilà. Comment industrialiser la fiction? Il y a un biais, en fait, à mon sens, en scénario, je parle juste en scénario, pas en génération d'images ni vidéo. On vit une bulle, un fantasme total. Tout le monde essaye de faire générer des scénarios complets, mais oublions 2 secondes que c'est un ordinateur. Voilà le flux classique d'écriture d'une fiction en France. On va avoir le synopsis, on va faire un petit tableau avec le temps de développement, le temps d'écriture, et l'argent. Combien on paye le scénariste? Le synopsis, on a des documents comme le traitement, voire le séquencier par exemple. Bon, on va parler cinéma, parce que sinon... Mais bon, ça... Oui, c'est vrai. Mais voilà, traitement. Et puis, il va y avoir la continuité dialoguée. Plus on écrit du papier, plus on noircit du papier, plus on est payé, n'est-ce pas? Ok. Ça, c'est un modèle classique de développement de fiction. Le gros problème de travailler comme ça, c'est qu'on a des tunnels de développement. On travaille lentement. Écrire une continuité dialoguée, c'est long.
Et soyons francs, tous les collègues ici, je pense, seront d'accord avec moi, on ne sait pas si ça marche avant de lire. On est dans une industrie de prototype, je ne sais pas si ça marche avant de lire. Il y a une autre façon de travailler, qui est celle que je promeus, qui est l'écriture agile. Je ne parle pas encore d'IA. Au lieu de se jeter dans la continuité dialoguée, gardons un document court le plus longtemps possible. Le synopsis, mais court, 3 pages maximum. Et on va le refaire jusqu'à ce qu'il soit satisfaisant. Je ne suis pas fou, je ne vais pas payer mon synopsis très cher, mais par contre, l'investissement sera plus grand puisque je vais le refaire. OK ? Donc là, je mets le temps qu'il faut pour travailler le synopsis. Déclencheur, tâche climax, peu importe comment vous voulez appeler la technique, le synopsis contient tous les moments importants du film. Vous pouvez spoiler un film sur 3 pages. Il n'y a pas de problème. Et si on travaille correctement et que ce synopsis contient les éléments dramatiques nécessaires, le temps qu'on aura perdu à garder ce document jusqu'à ce qu'il nous soit totalement satisfaisant, on va le regagner puisque ça nous permettra d'obtenir un séquencier très vite. Vous savez qu'aux États-Unis, par exemple sur les séries, un showrunner est capable d'écrire le séquencier en 1 journée à partir du synopsis. 1 journée. Et c'est quand même assez intéressant pour une première version de séquencier. Et puis, je ne suis pas en train de dire que la continuité dialoguée n'est pas un vrai travail, mais vous voyez, le risque sera moindre si la structure a parfaitement été polie. Donc voilà un premier axe d'écriture et de développement industriel, c'est que, avant de parler de l'IA, parlons d'industrie réellement. En regardant que finalement, il y a un axe d'amélioration, sans même parler de l'IA, qui est qu'en travaillant avec des documents courts, on peut optimiser. Bien. Maintenant, dans un flux de travail, alors j'ai pas de... Dommage, j'aurais dû m'assurer de ça avant. Personne n'a un mouchoir par hasard. Je peux prendre ma chemise, mais ah, super. Merci, sympa. Ok, donc, première remarque préalable. On s'obstine à travailler avec des documents longs et on veut que l'IA produise des documents longs. Ça n'a aucun sens. On peut tout à fait avoir un intérêt à travailler sur un document court, un synopsis complet, jusqu'à ce que la structure soit vraiment nickel. Bien. Maintenant, tout de suite, une collègue a dit « Ah, la recherche, la documentation ». Quand on arrive dans un atelier d'écriture, donc là je parle de l'extrême de l'écriture de l'industrie, c'est la série. Quand on travaille sur une série, on a un atelier d'écriture. Si on travaille, imaginons qu'on écrive ensemble sur un sujet, par exemple, tiens, on écrit ensemble ce film, le minimum syndical qu'on demanderait à n'importe quel autre corps de métier, avant de venir dans l'atelier d'écriture, c'est que tous les scénaristes autour de la table connaissent tous les rebondissements majeurs qui ont été employés par les collègues, les pairs scénaristes, ce qui s'est déjà fait. Cette phase de documentation, elle est complètement squeezée parce qu'elle est laborieuse. Et là, l'IA peut nous être utile. Parce que intelligence artificielle, vous savez qu'en anglais, intelligence, c'est comme le terme pour CIA. Intelligence, c'est renseignement, c'est information. On est en train de biaiser complètement. C'est-à-dire que c'est un outil, mais incroyablement efficace. Regardez un petit peu. Alors là, je suis désolé, je vais devoir utiliser un pré-prompt pour gagner du temps. Mais je vais vous dire ce qu'il en est. Hop. Alors, il doit y avoir une librairie quelque part. Alors, je vais mettre ça comme ça. Ah, je suis déconnecté. Bah, c'est pas grave, je vais faire le prompt. Pardon. C'est pas grave, on va le faire à l'ancienne. Du coup, on va faire... Trouve-moi... Enfin, plutôt... Donne-moi 10 films qui reprennent, qui emploient la structure du roman The Big Clock de Kenneth Ehring. Oh, pardon my French. Dead or Alive, 1950. Memento, il s'est planté. Les Diaboliques, Sueur froide. Le Fugitif, Shutter Island. Il se plante parce que les prompts sont pas bons. Néanmoins, imaginons qu'il ait donné une certaine liste. Est-ce que vous avez... Pardon, c'est moi qui sonne en fait.
C'est The Big Clock. Alors attendez, on va essayer de faire un truc très simple. Je vais vous montrer ce que peu de scénaristes aiment communiquer. Je vais vous montrer Mocha. Parce que bien avant l'IA, les showrunners font exactement ça, se documentent de manière correcte sur tout ce qui s'est fait. Mocha, c'est l'acronyme de Movies Keyword Analyzer. C'est la partie cachée de la base de données d'IMDb. D'accord ? On va sur IMDb. Ça, j'encourage tous les scénaristes à le faire et vous n'avez même pas besoin de l'IA pour le faire, mais on verra comment l'IA peut être utile. IMDb /search /keywords. Keyword. J'espère pas avoir fait de faute. Pourquoi il ne veut pas aller sur Internet ? Ah, voilà. Ok, alors là, il est en français, ça va pas mal. C'est une base qui est en anglais, d'accord ? Donc, on va se mettre en anglais. Et l'idée, c'est quoi ? C'est que donc, IMDb, c'est un wiki. C'est une base renseignée par les fans qui comprend, la plupart du temps, les synopsis de l'intégralité de la structure d'un film. Donc, il est intéressant de constater que bien avant l'IA, les scénaristes américains, que font-ils ? Ils prennent un mot-clé. Donc ici, par exemple, trial, procès. Ils raffinent. Bon, voilà, on voit qu'il y a 4334 titres bon, on va faire murder trial, par exemple. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois, il m'ouvre une fenêtre. Donc, imdb.com/search/keyword. Je vous invite à le faire. OK. Et vous pouvez raffiner la recherche par format. D'accord ? Donc, par exemple, et puis rajouter des mots-clés. Très bien. Donc, je descends. Voilà. Je vous propose de faire cinéma. OK. Et surtout, le plus important, genre. On ne va pas se taper toutes les comédies ou ce genre de choses. Le genre est genre. OK. Et là, on écrit une fiction, allez, policière. On pourrait faire mystère aussi. On va plutôt faire, voilà. Bon. Alors là, il me le traduit directement, mais vous allez donc sur la fiche bien connue IMDb, sauf que là, vous avez une fiche qui a été sourcée par rapport à votre sujet, n'est-ce pas ? Vous allez dessus, vous descendez, et vous allez sur synopsis. Donc, vous allez sur la partie scénario. Donc, parfois, il n'existe pas. Hein, tous les films ne sont pas renseignés sur la base, mais histoire, voilà. Synopsis de l'intrigue. Bon, je recommets la même. Voilà. Là, vous avez tout le film. Donc, avant l'IA, les scénaristes américains balayaient, parce que finalement, 400 titres, c'est rien. Quand on cherche sur Internet, on balaye 400 pages sur Google, vous voyez ? Une affiche vous parle, la bande-annonce vous parle, le pitch vous parle, vous lisez en diagonale, et que vont faire les scénaristes ? Ils vont prendre les rebondissements, d'accord ? Et ils vont les dépersonnaliser. Ils vont dire, le héros, par exemple, je prends Star Wars, et je ne vais pas dire Luke Skywalker se retrouve en possession des plans de l'étoile noire. Je vais écrire, le héros se retrouve avec un plan qui pourrait faire gagner la guerre aux gentils. Voilà. Et de cette façon-là, on se retrouve avec une base documentaire de rebondissement, sachant que la création, c'est prendre des éléments et jouer avec. Voilà. Eh bien, l'IA, là, je vous demande de me croire sur parole parce que j'ai plus beaucoup de temps, peut faire ce que je viens de faire, mais à la vitesse de l'éclair. Donc, mon propos est très simple. Utiliser l'IA pour industrialiser la fiction, c'est d'abord être capable de l'utiliser pour, je dirais, analyser une masse documentaire de projets existants et en extirper la substance qui est notre point de départ. Si on refait un film, ça n'a aucun intérêt. Et de cette idée... Oui, vas-y. Non, je t'en prie.
Exactement. Absolument. 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 Mais là, je parle de recherche dramaturgique. C'est-à-dire qu'on va avoir une logique de cercle de plus en plus large. Au début, on est proche de son sujet. Je vais donc chercher tous les films qui mettent en scène, enfin, tous les huis clos de procès. Je vais me retrouver avec un certain nombre de rebondissements. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on va repérer comme ça des invariants. Il y a des choses que nos pairs scénaristes font, que nos collègues scénaristes ont fait, probablement pour une bonne raison, parce qu'il n'y a pas 36 façons de raconter une bonne histoire, quand même. Ok. Mais maintenant, ça ne suffit pas. Sinon, on est trop proche de son sujet. Ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de trouver l'histoire cachée. C'est justement celle dont je parlais avec Cyrus. C'est pas qu'une fille qui doit échapper à son mariage arrangé. Il y a une histoire cachée. Pour tous les auteurs, il y a une histoire cachée, parfois même cachée de l'auteur. Le travail du script doctor, c'est de trouver cette pépite et trouver la bonne structure. Donc, une fois que vous commencez à être proche du sujet, il faut trouver des références qui sont plus éloignées, qui réclament en fait une explication. Tiens, c'est marrant, pourquoi tu as pris Star Wars comme référence de ton film qui est une comédie avec cette grand-mère, vous voyez ? Parce que mon personnage se retrouve en possession d'une information qu'il n'avait pas demandée et qui peut aider un grand nombre de monde. Vous voyez ? Ça, l'IA, je vous le dis parce qu'on a un service d'atelier d'écriture chez iConcept. Donc de temps en temps, les producteurs nous sous-traitent l'écriture pendant un petit temps. C'est extrêmement utile. Il n'y a pas de problème de droit d'auteur parce que c'est de la documentation. Et je vous assure que on voit, en fait, ce que nous faisions, on a toujours fait du mocha, on appelle ça comme ça, chez iConcept, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais ça nous prenait une semaine pour cerner le sujet quand un producteur... Voilà. Aujourd'hui, c'est tellement rapide, vous voyez. Alors l'IA commet un certain nombre d'erreurs, propose des références qui n'ont rien à voir, loupe un certain nombre de rebondissements intéressants dans les synopses, mais comme elle fait du volume, c'est pas grave. J'ai une matière, une bonne matière. Donc voilà un peu le premier retour d'expérience que je peux faire sur l'industrialisation par l'IA. Je pense qu'on prend le problème complètement à l'envers. On veut faire porter à l'IA ce qu'il y a de plus fun, la création, et nous, on ferait ce qu'il y a de plus embêtant. Non. Trouver une idée, c'est simple. Associer des éléments, c'est simple. Et la dramaturgie, c'est simple. C'est pas le sujet. Donc, la documentation, c'est vraiment embêtant et c'est crucial. Voilà un premier retour d'expérience. Merci de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup. On va lancer les pizzas pour vous motiver à y aller, mais on va prendre 2 questions. Il y en a une déjà ici. Merci pour le micro, j'ai la voix un peu cassée. En fait, dans votre approche, je trouve qu'il y a une partie qui n'a pas été assez mise en avant. C'est la partie qui concerne le prompt. Sur votre première intervention, vous avez mis comme exemple qu'on a fait le script doctoring. Vous avez mis comme exemple un seul prompt. J'ai compté un seul prompt dans votre réponse et qui a valu comme réponse globale pour analyser le travail de l'IA. Déjà, moi, je vais juste vous donner ma propre compréhension de l'IA. L'IA, c'est juste, aujourd'hui, une obligation de l'être humain de reconnaître sa limite. La limite de l'être humain, quand il faut porter un colis qui fait 200 kg, le corps ne peut pas. Il y a des exosquelettes qui sont créés. L'exosquelette est une extension du corps de l'humain. L'exosquelette ne porte pas le poids de 200 kg tout seul. Il porte parce qu'il y a la volonté du corps de l'être humain de porter. Vous, comment vous allez le porter? Je ne vais pas le porter de la même façon. Parce que vous n'avez pas la même notion de la répartition de charge et tout. Pour moi, l'IA, c'est tout simplement une extension du cerveau de l'humain. Le cerveau biologique a une contrainte. Il ne peut pas traiter une masse d'informations. Depuis 1972, parce que l'IA, ce mot qui est compliqué, existe depuis 1972. L'IA, c'est quoi? C'est juste une machine à traiter de la donnée. Le problème de l'être humain, c'est qu'aujourd'hui, on ne comprend pas que traiter une masse de données comme un robot, ce n'est pas notre travail. Aujourd'hui, le robot nous a dépassés dans cette capacité-là, qui n'est pas le propre justement de l'intelligence humaine. Le propre de l'intelligence humaine, c'est la créativité. Donc, si on peut avoir quelque chose qui
qui nous permet de traiter tout ce qui est mécanique et qui, du coup, comme vous l'avez dit, n'est pas fun, pour justement s'occuper de la quintessence de ce qui est fun, à savoir la créativité. Voilà ce que l'IA nous apporte aujourd'hui. Et je vais juste prendre une analogie. Quand vous avez un chef cuisinier dans un 3 étoiles, le chef cuisinier, il ne découpe pas ses oignons, il ne découpe pas ses carottes, il lave pas les casseroles, il ne met même pas... Oui, il met des plongeurs qui payent rapidement, il met des personnes pour faire ça. Parce que quelqu'un qui a fait des hautes études de cuisine, la quintessence de son expertise, c'est sur le finish. Quand les personnes ont préparé tous les éléments et qu'il apporte son art. Et pour moi, ce que je vois aujourd'hui par rapport au scénariste, c'est un outil qui permet de traiter un gros problème qu'on a, c'est le problème des biais. Un auteur, qu'il le veuille ou pas, il doit tout le temps lutter contre son propre biais, qui est sa culture, qui est là où il est. Si vous dites à l'IA, réfléchis comme un Tchadien, je dis ça parce que c'est d'où je viens, réfléchis comme un Chinois, un auteur qui est à Paris, il peut avoir un retour du monde entier, gratuitement, et avoir des avis, c'est juste des avis. Et c'est ça que je trouve qu'il faut défendre aujourd'hui par rapport à l'IA, parce qu'on le voit tellement comme un ennemi de l'humain, alors qu'en fait c'est juste une continuité qui va nous obliger à créer d'une autre façon, à créer avec de plus de potentiel. Vous prenez les Américains, on est tous d'accord qu'un auteur français n'a pas le même budget pour faire un scénario. On dit qu'en général, les scénaristes français, ils ont 3 à 6% du budget d'un film. Aux États-Unis, je crois qu'ils ont au moins 12%. Quand ils ont 12% d'un film, qu'est-ce que ça permet? Vous faites un film justement policier, on embauche un consultant détective, on embauche un consultant en morgue, on embauche un consultant en hélicoptère. En France, on ne peut pas faire ça. Donc moi, en tout cas, ce que je voulais vraiment dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes face à une formidable opportunité. Et le prompt, c'est vous tous qui l'avez. Et même si on se met tous dans la même salle, vous verrez qu'on ne va aucunement générer le même résultat. Parce qu'en fait, le prompt, c'est une extension de tout ce qu'on a capitalisé. Avant l'expertise, pour les codeurs, c'était les mathématiques. Aujourd'hui, l'IA générative, ce n'est plus le maths, l'élément fondamental, c'est le mot. Et je crois que toutes les personnes ici qui sont des scénaristes, leur compétence, c'est d'abord de maîtriser la langue française. Donc quelqu'un qui a un vocabulaire qui est réduit ne pourra jamais fournir le même résultat qu'un scénariste. Je tenais juste à préciser ça, parce que j'ai trouvé, j'étais venu avec beaucoup de volonté par rapport à votre intervention, mais j'ai trouvé que ce point-là était important de compléter pour votre démarche. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Ouais, on est d'accord sur le fait que l'IA est d'abord et avant tout une extension pour traiter de la donnée. On peut aller dans votre sens, au lieu de prendre un cuisinier. Stephen King, depuis Le Fléau, remercie systématiquement un mystérieux personnage qui s'appelle Russ Dor, qui est son documentaliste. Le métier de ce monsieur, qui est décédé il n'y a pas longtemps, c'est de lui donner tout un tas de rebondissements possibles. Pour vous donner une autre façon de travailler, de manière industrielle, avant que l'IA n'existe, j'ai déjà eu l'occasion de travailler en atelier d'écriture comme ça. Vous savez que quand on écrit un scénario, on est dans la lancée. Tous les collègues ont sûrement vécu cette situation. On est en train d'écrire la scène et puis il y a un détail à trouver. Mince, le personnage doit s'échapper de la pièce. Il faut qu'il utilise les choses qu'il y a dans la pièce. Voilà. Les Américains appellent ça un spécifique, un détail. Et là, on est bloqué. On dit, merde, comment il va faire? Et on est bloqué dans l'élan. Il m'est déjà arrivé de travailler sur des ateliers d'écriture où, dans une pièce à côté, une équipe de stagiaires, en fait, récupère les desiderata des scénaristes, donc ils mettent entre guillemets, entre crochets, ils s'échappent en faisant quelque chose, et en fait, à charge pour le stagiaire de trouver 5, 10, 15, 20 façons de procéder sur Internet et ailleurs. Ce documentaliste, et ben l'IA, évidemment, voilà, on peut le faire. Donc on est totalement raccord. Alors c'est vrai que je n'ai pas orienté mon intervention sur les prompts, parce que pour moi, je sais qu'il y a toute une culture là-dessus, des vidéos là-dessus, qui va trouver le meilleur prompt. Pour moi, c'est une erreur. Voilà, c'est
C'est une erreur d'approche. Donc c'est vrai que j'ai pas communiqué mes prompts. N'hésitez pas à venir me voir, je vous les partagerai sans problème, parce que pour moi, la valeur n'est pas là. Mais voilà. Après, je tiens quand même à rajouter que je voudrais quand même attirer l'attention, c'est que si l'IA est possible aujourd'hui, c'est grâce à tout le travail généreux des internautes du monde entier, en fait. Tu vois, rien que Wikipédia, ça a été nourri par des citoyens, monsieur, madame, tout le monde. Pareil, enfin, tu vois, les premières IA ont peut-être pris tous les bouquins qui sont sortis, tu sais, dans le droit public, enfin, voilà. Et donc, quand tu as du Hugo, quand tu as tu vois, enfin, des grands noms, c'est pas, enfin, tu l'entraînes bien, quoi. Plus tous les réseaux sociaux, les gens écrivent énormément. Ils ont écrit énormément, ils ont créé énormément. Et moi, ce que je trouve quand même aberrant, c'est que on s'est servi et on se sert de la création des gens. Et aujourd'hui, on te demande de payer pour utiliser l'IA, quoi. Et voilà, bon, ça c'était ma petite parenthèse, même si je suis pour qu'on nous aide à la recherche. Une dernière question. Bonsoir. Alors, moi, c'est une question remarque, enfin, c'est une question que je me pose beaucoup. Je ne suis pas réticente du tout à la technologie, à l'automatisation, à l'IA, ça m'intéresse beaucoup. Mais ce que j'entends beaucoup comme vocabulaire, c'est justement le super assistant, le super stagiaire. Moi, je suis dans le domaine de la post-production et je viens de la documentation audiovisuelle. Donc, je savais aussi qu'en documentation, l'IA allait beaucoup arriver. Je viens de la restauration aussi, où je vois qu'il y a des outils qui sont dopés à l'IA, et j'aurais des questions aussi. La restauration d'image, ouais. Et donc, je poserais une question, peut-être une collective, de quel enjeu dans la transmission et dans l'accès aux métiers futurs. Parce qu'on va se faire assister par ce genre de logiciel. Mais en fait, lire des scénarios, apprendre toutes les recettes des différents métiers, on en a bénéficié. Et je me pose aujourd'hui la question que des formations, en fait, ça ne suffit pas. C'est l'expérience de terrain et le mentorat qui permet d'accéder au métier. Donc, je me demande vraiment demain comment on va réussir à continuer tout ça. Alors oui, c'est pour aller dans votre sens. Je crois que j'ai discuté de ça avec un collègue. Alors je ne peux pas vous sourcer la statistique, je suis désolé, c'est pas très sérieux. Je crois volontiers à cette stat. Il me disait que 30% des étudiants français, et on estimait à 30% des étudiants qu'ils emploient ChatGPT, OK, pour faire leurs devoirs. Mais surtout, on estime à 30% les professeurs qui corrigent avec ChatGPT. Et donc, il y a un vrai problème de nivellement, ça c'est sûr. Et donc, je parlais tout à l'heure des showrunners et de ce savoir-faire. J'ai eu la chance de travailler sur une série policière pour TF1, qui était la volonté de Takis Kandilis d'essayer de faire, c'est pas de l'espionnage industriel, mais c'est de récupérer des savoir-faire, parce qu'on faisait beaucoup de 90 minutes. Et donc, il a fait un spin-off, il a coproduit avec NBC Universal une série qui s'appelle Law and Order. Vous voyez le truc là. Et tout simplement pour essayer d'obtenir les savoir-faire. Et donc je me suis jeté dessus quand j'étais jeune scénariste pour travailler sur le spin-off avec Vincent Pérez de Law and Order. Et j'ai pris une claque parce que j'ai découvert que ce qu'on m'avait enseigné était faux et que les showrunners employaient des techniques qu'on ne trouve nulle part. C'est enseigné de manière effectivement beaucoup plus proche du compagnonnage dans les ateliers d'écriture américains. Et je pense qu'il va y avoir une logique de nivellement. C'est-à-dire que c'est pas, en tout cas avec une IA, qu'on apprend à écrire, ça c'est sûr. Et c'est un véritable outil. En fait, je pense que c'est le cas pour toutes les innovations technologiques. Les bons vont encore devenir meilleurs. Ça va creuser le gap. Vous voyez, c'est comme la vidéo numérique, le montage. Vous voyez, ça renforce, je dirais, les mauvais seront encore plus mauvais. Parce qu'on parlait de la fantastique quantité de données, là. Le problème d'un scénariste, je reviens à ça, et des collègues, c'est d'identifier le bon du mauvais. Donc, plus on est capable de traiter de la donnée, plus se pose la question, ah, c'est intéressant, mais est-ce que c'est bon? Ok, je peux prendre, vas-y, écris-moi à la manière de, je sais pas, Alexandre Dumas, ce pitch, enfin, comment tu peux le développer? Mais est-ce que c'est bon?
Et on parlait tout à l'heure d'un collègue monteur qui me disait qu'il avait évidemment travaillé sur Moviala et à l'image. On savait couper. À quelle image on coupait à partir du moment où on est en numérique, on peut faire, refaire. Voilà. Moi, je me fais cette autocritique. Maintenant qu'on a le GPS, je suis vraiment une quiche en orientation. Parfois, je me dis, mais c'est honteux, tu te forces à pas l'employer, quoi. Donc, on prend des béquilles, mais on est de moins bon. Donc, effectivement, je pense que pour l'enseignement, c'est un vrai problème. Et que pour moi, l'usage qui me paraît le plus vertueux, c'est la quantité de données à traiter documentaires. Voilà. Mais, très bonne remarque. Merci Cédric, merci à tous.